Si ce jour marquait réellement un nouveau départ pour la région, vous y croyez, Niégale Bagayoko? Alors c'est un jour historique, ça c'est indéniable, parce qu'il y a quand même eu un tour de force de la part de Donald Trump qui a quand même objectivement obtenu cette libération des otages, même si l'on n'a pas récupéré tous les corps, malheureusement. Mais le plus difficile reste à faire, parce que la phase 2 de son plan en 20 points, on pourrait presque dire que tous ces points ne sont que des points d'interrogation, finalement. Eh oui, Mélina Huette, des points d'interrogation ou le début peut-être un élément déclencheur en tout cas d'une nouvelle phase, d'une nouvelle ambiance. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là, on part sur quelque chose d'entièrement différent de ce qu'on a pu connaître ces derniers mois, parce que pour la première fois, on a un sommet, en tout cas en termes d'affichage, avec de nombreux pays, très nombreux, des pays très riches et très puissants, comme l'a dit Donald Trump, qui sont là, qui tendent vers un seul et même objectif, c'est la paix dans la région. Maintenant, là où Niégale, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il s'agit de bullet points même, c'est-à-dire un plan en 20 points. J'aime aussi à rappeler que c'était un plan en 21 points en juillet. Et puis finalement, quand Netanyahou a rejoint Donald Trump à Washington, ça s'est transformé en 20 points. Ça paraît être un détail, mais en réalité, sur les derniers points de cet accord préalable, il y avait la question notamment de l'avenir de la Palestine, avec beaucoup plus de précision, un peu plus de précision sur l'éventualité d'une reconnaissance d'un État de Palestine. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et ces questions-là, elles vont être fondamentales pour la suite. C'est la phase 2, dont Donald Trump dit qu'elle a déjà débuté, mais en fait, on n'en sait rien. Et en effet, quid d'un État palestinien? Et bien entendu, quid de la Cisjordanie, qui reste très absente de ce fameux plan de paix. Donc on va voir ce qu'il en sera dit à Sharm el-Sheikh. Quid aussi de l'avenir de l'autorité palestinienne, même si dans ce fameux comité qui est mis en place, comité de pilotage de l'accord de paix à venir, une place semble être prévue pour elle. On ne sait pas sous quelle forme et composée par qui. Quid aussi de cette fameuse forme internationale islamo-arabe. Là aussi, quel sera son mandat? Aura-t-elle les armes pour désarmer le Hamas? On n'en est absolument pas certain. Donc en effet, il y a encore énormément d'interrogations. Ce qui est sûr, c'est que les deux États qui sont absolument fondamentaux dans ce processus, ce sont la Turquie et le Qatar, en raison des liens qu'ils entretiennent avec le Hamas, qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est quand même pavané dans les rues. Il faut dire qu'auparavant, il y a eu la libération des otages israéliens. Pauline Godard, vous êtes à Tel Aviv pour France 24. C'est évidemment, ce soir, on l'imagine, un moment de joie en Israël. Oui, tout à fait. Ça a été une journée très forte en émotion ici sur la place des otages à Tel Aviv, mais aussi dans une très grande partie du pays. Et vous le voyez sur cette place des otages, il y a encore du monde ce soir, du monde qui continue à célébrer et à être soulagé par cette libération des 20 otages toujours vivants après 2 ans de captivité. C'est un élan de vie, nous a notamment expliqué une franco-israélienne avec qui nous avons pu discuter tout à l'heure. On a vu tout au long de la journée de très nombreux drapeaux israéliens flotter, des larmes de joie sur les visages, de grands sourires, des gens qui se prenaient dans les bras, qui ont dansé, qui ont chanté, notamment cette chanson qu'on entendait toujours ici sur la place des otages. Revenez à la maison, à la maison, à la maison, et ça y est, c'est fait, c'est enfin fait. Ils respirent à nouveau, nous ont dit les Israéliens avec qui nous avons pu parler, eux qui retenaient leur souffle pendant ces 2 dernières années. Il y a eu plusieurs temps forts aujourd'hui sur cette place des otages, notamment le premier, ça a été la libération dans la matinée assez tôt des 7 premiers otages. S'en est suivi la libération de 13 autres otages qui étaient évidemment ici très applaudis à chaque fois qu'on voyait tout d'abord des photos de ces otages, mais aussi ensuite des images d'eux, notamment retrouvant leur famille. À chaque fois, on voyait les applaudissements, la foule qui scandait notamment leur nom. Donc toujours cette joie immense ici sur la place des otages. On a vu aussi notamment plusieurs fois, à 4 ou 5 reprises, des hélicoptères survoler la place des otages. Dans ces hélicoptères,
hélicoptère se trouvaient des ex-otages qui prenaient la direction notamment de l'hôpital Rilov qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Et ces personnes qui se trouvaient sur la place regardaient cet hélicoptère avec beaucoup de joie, beaucoup de larmes aux yeux aussi et saluaient l'hélicoptère, espérant bien sûr que les ex-otages à l'intérieur puissent voir cet élan de solidarité et de joie ici sur la place. Autre moment qui a été assez fort en émotion, ça a été le discours de Trump qui s'est déroulé devant la Knesset, un discours qui a été très applaudi. Les Israéliens depuis plusieurs jours nous disent que selon eux, sans Trump, les otages ne seraient pas de retour chez eux ici en Israël ce soir. Et on l'a vu vraiment ces derniers jours. Ces pancartes avec écrit « Merci Donald Trump », ces drapeaux américains un peu partout dans Tel Aviv, sur la place des otages, mais aussi le long des différentes routes, notamment qui mènent à Jérusalem. Ils ont remercié continuellement Donald Trump pour ce qu'il a fait pour leurs otages. Il ne faut pas oublier que ce soir, 24 corps sont toujours entre les mains du Hamas et n'ont pas encore été rendus. On sait que 4 dépouilles, 4 cercueils ont ça y est été récupérés par les autorités israéliennes. Des cercueils qui sont en route pour l'Institut médico-légal pour des analyses et des identifications pour connaître donc l'identité exacte des personnes qui se trouvent dans ces cercueils. Le porte-parole de l'armée israélienne a lui aussi également annoncé qu'il voulait que le Hamas et qu'il leur demandait de respecter leur part de l'accord et qu'il fallait que tous les corps des otages soient rendus le plus rapidement possible pour que les familles ici en Israël puissent enfin faire leur deuil. Merci Pauline Godard en direct de Tel Aviv pour France 24. Une réaction peut-être sur ces libérations d'otages, Niagalé Bagayoko. Évidemment, il y a la joie de revoir. On va voir aussi dans quel état de santé et psychique se trouvent ces otages. On va sans doute en savoir plus aussi sur les conditions de leur captivité, ce qui n'est pas forcément de nature d'ailleurs à pacifier les esprits. Oui, tout à fait. Alors évidemment, ce sont des images d'émotion avant tout, mais de tristesse aussi, puisqu'ils ne reviennent pas tous. Mais ce qui doit les attendre, c'est certainement des interrogatoires pour connaître aussi les conditions de leur détention et donc de l'identité exacte de ceux qui les ont maintenus prisonniers. Le rôle des services de renseignement est central lors de ce type de processus. Et malheureusement, ce qui les attend, c'est bien sûr de retrouver leur famille, mais aussi de rester impliqués dans ce processus de compréhension parce qu'ils ont sans doute un certain nombre d'informations qui seront forcément très utiles à l'État hébreu par la suite. Et puis il y a aussi ces corps, 24 corps que l'État hébreu attend toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, pour le forum des otages, c'est des familles d'otages. C'était considéré déjà comme une entorse finalement à l'accord passé avec le Hamas. Absolument. Et pour une partie des Israéliens aussi, une partie des autorités qui a, dès 15h heure locale, appelé le Hamas à maintenir ses engagements, ce qui fait craindre, parce qu'on l'a déjà vécu par le passé, une éventuelle cessation du cessez-le-feu unilatéral de la part d'Israël, maintenant que les derniers otages en vie ont heureusement été ramenés auprès de leur famille. Donc ça, c'est évidemment très important. Alors, ça crée des tensions, le fait que ces dépouilles ne soient pas toutes aujourd'hui retournées en Israël. Néanmoins, il paraissait extrêmement peu probable qu'en 24 heures, le Hamas ou les autres factions d'ailleurs puissent éventuellement ramener toutes ces dépouilles, parce qu'on ne sait même pas si le Hamas sait où sont tous les corps des otages. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour revenir sur les otages en vie et ces scènes de liesse dont on a parlé aujourd'hui, ce qui est intéressant et ce qui est pertinent sur le très long terme, on va dire, c'est que pour l'avenir, pour cette phase 2, le fait de retrouver ces otages, ces derniers otages en vie, peut-être que c'est un verrou psychologique qui va permettre à la société israélienne de pouvoir regarder vers l'avenir et non plus de demander la cessation de la guerre à Gaza parce qu'il y a encore des otages, mais parce que cette fois-ci, on va revoir l'humanité dans l'autre, et c'est-à-dire le sort des Palestiniens. Et ça, c'est très important pour le futur d'un accord de paix si jamais il se tient sur le long terme. Pauline Godard, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. On a plus d'éléments sur l'état de santé des otages ce soir ?
Oui, alors on sait que donc la plupart des otages se trouvent dans 3 hôpitaux différents, notamment l'hôpital Shiba et l'hôpital Irilov qui se trouvent donc à quelques centaines de mètres de cette place des otages. Ces otages sont actuellement avec leurs proches et leurs familles. On sait qu'ils ont passé des examens médicaux, ils ont vu des médecins à leur arrivée sur la base de Reim, juste après avoir passé la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Une fois qu'ils ont passé ces examens, ils avaient vu leur famille, ils ont été conduits donc dans ces hôpitaux. Ils ont à nouveau passé de nouveaux examens. On sait que la plupart de ces otages, on a vu sur ces images, sont très amaigris. On a vu notamment les photos d'Omri Miran qui a le teint très gris. Il aurait apparemment passé 1 an tout seul dans les tunnels sous terre. Nimrod Cohen aurait lui été torturé et aurait de nombreuses séquelles. Alors ils vont continuer ces prochains jours à passer des examens physiques mais aussi des examens psychologiques. Pauline Godard en direct de Tel Aviv pour France 24. Les dirigeants réunis à Sharm el-Sheikh ont aussi signé une déclaration censée établir les règles pour la suite du processus de paix. Sera respecté d'après vous, Nyagalé Bagayoko? C'est toute l'interrogation qui demeure aujourd'hui. Une fois encore, quelles sont aujourd'hui les garanties qu'Israël peut mettre sur la table dans la mesure où, ça y est, désormais, le Hamas a très peu de cartes en main. Alors, il a commencé un processus d'élimination des 10 collaborateurs qui auraient donné des informations à Israël. Mais aujourd'hui, le Hamas est très affaibli. Donc, qu'est-ce qui peut retenir le bras d'Israël si jamais il estime ne pas avoir de garantie suffisante pour sa sécurité, parce que la zone tampon vers laquelle l'armée israélienne a été contrainte de refluer, elle apparaît très fragile. Qu'est-ce qui va permettre la mise sur pied de cette force internationale? On sait que les processus de génération de force, particulièrement dans les cadres multinationaux, sont extrêmement longs. On parle aussi de la formation d'éléments palestiniens. Ça aussi, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Donc, est-ce que Israël va considérer qu'il peut se permettre d'attendre que tous ces éléments soient réunis? On parle des processus qui dureront forcément plusieurs mois. Rien n'est moins sûr. Par ailleurs, à la table des négociations, il y a aussi des acteurs qui sont affaiblis. Même si le maréchal Al-Sisi préside cette réunion, il a beaucoup d'autres fronts qu'il doit gérer, que ce soit la Libye, son sud, avec le Soudan, etc., ses propres frères musulmans à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes pour la suite. Problème, les Américains qui se posent en faiseurs de paix ne sont pas un acteur impartial. Écoutez, Donald Trump, plus tôt dans la journée, c'était à Jérusalem, évoquait sa proximité avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je veux exprimer ma gratitude à un homme d'un courage et d'un patriotisme exceptionnel. Son concours a permis de rendre ce jour possible. Vous savez de qui je parle. Il n'y en a qu'un, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Bibi, s'il te plaît, lève-toi. Et il est coriace, ça je peux vous le dire. Il est très dur en négociation et c'est ce qui fait sa grandeur. Donald Trump, Mélina, va être crédible pour garantir la paix? Alors vous l'avez dit, ça n'est pas du tout un acteur impartial. Et il y a quelque chose aussi au-delà de la figure de Donald Trump, c'est qui sont les personnes en présence. Les accords d'Oslo, on avait des partis qui voulaient converger vers un accord et qui avaient des objectifs communs. Là, on voit bien que ce soit le Hamas, qui n'est pas un État, et Benjamin Netanyahou, qui est débordé par son extrême droite, n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Vous parliez, Nyagalé, tout à l'heure de la phase 2, mais énormément de questions restent en suspens, et surtout des questions pour lesquelles les parties prenantes ce soir au sommet en Égypte ne sont absolument pas d'accord, que ce soit le désengagement militaire israélien, donc déjà on n'a pas de calendrier, mais bon,
plus c'est flou finalement, plus il y a de possibilités de négociation, de marge de négociation, donc à la limite peut-être tant mieux. Le désarmement du Hamas, pour le moment le Hamas ne veut absolument pas déposer les armes. On leur a promis dans cet accord une amnistie, voire une exfiltration pour certains d'entre eux, mais le Hamas aujourd'hui n'a plus, pour parler très cyniquement, de levier que sont les otages en vie. Donc est-ce que vraiment le Hamas peut croire Benyamin Netanyahou qui ne dit pas oui à une exfiltration ou à une amnistie, mais bon, qui est censé céder au plan états-unien? Non, parce qu'on sait très bien que même s'ils sont exfiltrés, même s'ils partent au Qatar ou ailleurs, n'importe qui peut les retrouver et donc ils pourront être éliminés. La gouvernance de Gaza, une des personnes présentes aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, c'était Tony Blair. Tony Blair fait partie des figures qui étaient évoquées lors de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump à la Maison-Blanche. Or, Tony Blair, pour les pays arabes, qui vont être des contributeurs absolument nécessaires, hein, aussi bien à la paix qu'à la reconstruction de Gaza, et d'ailleurs Donald Trump a parlé de leur pouvoir, de leur richesse, donc ils vont devoir mettre la main au porte-monnaie globalement. Vous croyez vraiment que les pays arabes vont vouloir imposer leur blanc-seing à quelqu'un comme Tony? Continuer ces prochains jours à passer des examens physiques, mais aussi des examens psychologiques. Pauline Godard, en direct de Tel Aviv pour France 24. Les dirigeants réunis à Sharm el-Sheikh ont aussi signé une déclaration censée établir les règles pour la suite du processus de paix. Sera respecté d'après vous, Nyagalé Bagayoko? C'est toute l'interrogation qui demeure aujourd'hui. Une fois encore, quelles sont aujourd'hui les garanties qu'Israël peut mettre sur la table dans la mesure où, ça y est, désormais, le Hamas a très peu de cartes en main. Alors, il a commencé un processus d'élimination des 10 collaborateurs qui auraient donné des informations à Israël. Mais aujourd'hui, le Hamas est très affaibli. Donc, qu'est-ce qui peut retenir le bras d'Israël si jamais il estime ne pas avoir de garantie suffisante pour sa sécurité? Parce que la zone tampon vers laquelle l'armée israélienne a été contrainte... Beaucoup de choses qui restent. Et puis la solution à deux États qui n'est pas tout à fait... Oui, parce que le problème, l'idée même d'un État palestinien ne figure dans aucun des discours de Donald Trump. Dans aucun des éléments mis en avant aujourd'hui. Et par ailleurs, vous parlez de Tony Blair, outre, et bien entendu, son passif pour la guerre en Irak, il est d'une nationalité, d'un État qui est l'ancienne puissance mandataire quand même, et qui est aussi à l'origine du découpage de cette région. Donc on se trouve là aussi face à un acteur qui, à mon avis, pourrait être problématique, ne serait-ce qu'en raison des symboles qu'il incarne par lui-même. La présence de Mahmoud Abbas, tout de même, qu'on vient à Sharm el-Sheikh, c'était de ce point de vue-là une bonne surprise? Alors, c'était effectivement une surprise et une bonne surprise parce que l'annonce de sa venue a coïncidé avec l'annonce tout à fait temporaire de la venue de Benyamin Netanyahou. Donc, pendant un moment de flottement sur ce plateau et ailleurs, on a cru qu'il y aurait une poignée de main historique pour la faute. Alors là, vraiment, on parlerait de photo historique entre Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, qui n'était pas arrivé depuis, c'était les funérailles de Shimon Peres, donc c'était déjà il y a 9 ans. Depuis, même si les relations étaient cordiales, il n'y avait quand même pas vraiment d'exposition médiatique de ce genre. Avant que Netanyahou rétropédale, on l'a appris de sources diplomatiques, notamment face à l'insistance de Erdogan, qui aurait dit hors de question que de toute façon on soit présent, nous, s'il y a Benyamin Netanyahou qui est présent en Égypte. Donc il y a quand même Mahmoud Abbas, ils ont parlé longuement, il y a eu beaucoup de photos, mais là c'est ceux qui sont restés le plus longtemps à discuter. Et effectivement, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il lui avait quand même, Donald Trump, interdit le visa. Et il faut s'en souvenir, il y a à peine quelques semaines. Interdit de citer aux États-Unis. Et là, finalement, il est de retour dans le jeu diplomatique, alors même qu'il n'est pas spécialement apprécié de la population palestinienne, en tout cas d'une partie de la population palestinienne. Donc on voit bien qu'il y a quand même une tentative de mettre en place quelque chose autour de l'autorité palestinienne qui pourrait amener à une paix un peu plus durable. Oui. Il est toujours dans le jeu, Mahmoud Abbas? Alors à mon avis, non, il ne l'est plus. C'est le symbole quand même de la volonté
d'impliquer les Palestiniens, parce que il est vrai que Donald Trump a rendu un hommage extrêmement appuyé à Benyamin Netanyahou, mais moi j'ai été frappée par le fait qu'il a très souvent mentionné le mot palestinien et le mot Palestine, sans parler bien entendu d'État. Moi c'était la première fois que je l'entendais le prononcer de manière aussi fréquente. Mahmoud Abbas est non seulement très âgé, il devient il a bientôt plus de 90 ans, mais par ailleurs très décrédibilisé parce que sa gestion de l'autorité palestinienne a été extrêmement problématique et tout l'enjeu va être celui de la nouvelle génération en réalité, parce que tous ces chefs du Hamas qui ont été éliminés, ces membres de l'autorité palestinienne corrompus, par qui vont-ils être remplacés? Par une génération d'activistes violents qui commettront des actes terroristes ou par une génération capable de faire la paix? C'est un véritable questionnement. Et d'autant qu'il n'y a pas de figure providentielle pour remplacer un Mahmoud Abbas vieillissant, parce qu'on parle beaucoup de Marwan Barghouti. Premièrement, il n'a pas été libéré. Deuxièmement, on l'avait vu il y a quelques semaines, lors d'une énième provocation de l'extrême droite israélienne, il était quand même très très affaibli et lui aussi, il est très vieux. De toute façon, c'est plus une figure idéalisée que quelqu'un qui pourrait véritablement gouverner une future autorité palestinienne. Donc qui pour remplacer Mahmoud Abbas? C'est un peu pour ça qu'il était là aujourd'hui aussi, c'est que pour le moment, on n'a pas de nom d'autre. Autre actualité du jour, la vie de Madagascar à l'arrêt, suspendu à l'intervention télévisée. Que doit faire celui qui est encore président ?